Le mariage de ta sœur était parfait. Maman rayonnait. Quand est-ce que ce sera ton tour? J'ai souri. C'est déjà arrivé. Tu n'étais juste pas là. La pièce entière s'est figée. Je m'appelle Morgane, et voici l'histoire de la façon dont j'ai finalement pris ma revanche sur les personnes qui m'ont fait sentir pendant des années que je n'étais pas assez bien. Grandir en tant que fille cadette dans la famille Dubois signifiait vivre dans l'ombre de ma sœur, Justine. Elle avait 3 ans de plus, était naturellement belle, populaire sans effort, et selon mes parents, absolument parfaite en tout point. J'étais la maladroite avec des cheveux frisés, des bagues qui duraient beaucoup trop longtemps, et une tendance à préférer les livres aux fêtes. Mes parents, Isabelle et Philippe Dubois, n'ont jamais pris la peine de cacher leur favoritisme. Justine a eu une nouvelle voiture pour ses 16 ans, tandis que j'ai eu droit à une leçon sur la responsabilité quand j'ai demandé des leçons de conduite. Elle a reçu une bourse complète pour l'université de ses rêves, tandis que je travaillais 2 emplois pour payer mes études au lycée professionnel. Quand Justine a annoncé ses fiançailles avec son petit ami de l'université, Marc, mes parents ont immédiatement proposé de payer l'intégralité du mariage. Quand je mentionnais sortir avec quelqu'un sérieusement, ma mère faisait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que je devrais d'abord me concentrer à m'améliorer. Après 25 ans d'être traitée comme la fille moins importante, le point de rupture est survenu quand j'ai rencontré David Leblanc, un infirmier pédiatrique qui travaillait à l'hôpital pour enfants du centre-ville. Il était gentil, drôle, et voyait quelque chose en moi que ma famille n'avait apparemment jamais pu voir. Nous sommes tombés amoureux rapidement et profondément. Après 18 mois de fréquentation, David m'a demandé en mariage lors d'une escapade tranquille d'un week-end à la campagne. Ce n'était pas flashy ou digne d'Instagram, juste nous deux, un magnifique coucher de soleil et la demande en mariage la plus sincère que j'aurais pu imaginer. Quand j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, leur réaction a été décevante, c'est le moins qu'on puisse dire. « Oh, ma chérie, c'est bien », a dit ma mère de ce ton qu'elle utilisait quand elle était clairement distraite. « Es-tu sûre d'être prête pour le mariage, cependant? Tu es encore en train de te construire professionnellement, eh bien, tu sais comment ces choses peuvent être. » La réponse de mon père fut encore pire. « Peut-être devrais-tu attendre que le mariage de Justine soit passé. Nous ne voulons pas lui voler la vedette, n'est-ce pas? » Lui voler la vedette. Le mariage de Justine était encore dans 8 mois, mais c'était un comportement typique de mes parents. Tout tournait autour de Justine et de sa vie parfaite. Les mois précédant le mariage de Justine furent un cauchemar. Chaque réunion de famille devenait une séance d'appréciation de Justine. Ma mère passait des heures à me montrer des tableaux Pinterest des plans de mariage de Justine, s'extasiant sur le lieu, la robe, les fleurs, tout. Pendant ce temps, chaque fois que j'essayais de mentionner mes propres fiançailles, la conversation revenait rapidement à Justine ou s'éteignait complètement. La goutte d'eau est venue à la fête prénuptiale de Justine, que ma mère a insisté pour que j'aide à organiser malgré n'avoir aucune réelle contribution aux décisions. J'ai été reléguée aux tâches subalternes comme adresser les invitations et ramasser les décorations. Alors que ma mère et Justine prenaient toutes les décisions importantes ensemble pendant la fête, ma tante Martine m'a demandé quand David et moi avions l'intention de nous marier. « Oh, Morgane n'est pas encore prête pour le mariage », a interrompu ma mère avant que je puisse répondre. Elle est encore en train de se trouver. Justine a toujours été plus mature sur ces choses. Justine a juste souri et n'a rien dit, ce qui a en quelque sorte rendu la situation pire que si elle avait été carrément cruelle. Ce soir-là, je suis rentrée chez David et j'ai pleuré pendant 2 heures. Il m'a tenue pendant que je me défoulais sur le traitement de ma famille, comment il me faisait sentir invisible et insignifiante. C'est là que David a suggéré quelque chose qui allait tout changer. « Et si on le faisait, tout simplement, dit-il tranquillement. Et si on se mariait sans leur dire ? » Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais plus nous en parlions, plus l'idée devenait attrayante. Pourquoi devrions-nous attendre l'approbation ou la permission de ma famille ? Pourquoi notre bonheur devrait-il être mis en suspens pour le calendrier parfait de Justine ? Au cours des semaines suivantes, nous avons planifié notre mariage secret. Nous avons décidé d'une petite cérémonie au jardin des plantes de l'autre côté de la ville, avec seulement les parents de David, sa sœur, ma meilleure amie de l'université, Sophie, et son mari, Thomas, comme témoins.
La famille de David était ravie et m'a immédiatement adoptée comme leur propre fille. Le contraste entre leur chaleur et la froideur de ma famille était saisissant. Nous avons engagé une photographe locale nommée Maria Sanchez, spécialisée dans les mariages intimes. La fleuriste, une femme âgée nommée Rose, qui tenait une petite boutique en centre-ville, a créé le plus beau bouquet de pâquerettes blanches et d'eucalyptus. Ma robe venait d'une boutique spécialisée dans les robes simples et élégantes. Elle n'était ni chère ni élaborée, mais quand je l'ai enfilée, je me suis sentie la plus belle femme du monde. La cérémonie a eu lieu un samedi matin ensoleillé, le 13 avril, exactement 2 mois avant le mariage de Justine. Le père de David, un pasteur à la retraite, a officié. Il n'y a pas eu un seul œil sec dans le petit groupe alors que David et moi échangions des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Sa promesse de m'aimer exactement telle que je suis, sans jamais essayer de me changer ou de faire de moi l'idée de perfection de quelqu'un d'autre. La mienne promettait de construire une vie ensemble basée sur le respect mutuel et un partenariat sincère, pas la compétition ou la comparaison. Après la cérémonie, nous avons déjeuné dans le restaurant préféré de David, un restaurant italien tenu par la même famille depuis 3 générations. Le propriétaire, Paolo, connaissait David depuis son enfance et a insisté pour nous préparer un repas spécial. Nous avons ri, raconté des histoires et célébré avec des gens qui se souciaient vraiment de notre bonheur. Pour notre lune de miel, nous avons fait un road trip d'1 semaine dans les parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Pas de complexe hôtelier chic ou de destination exotique, juste nous deux, explorant de beaux endroits et profitant de notre nouveau mariage. C'était parfait à tous les égards qui comptaient. À notre retour, nous avons décidé de garder le mariage secret jusqu'après celui de Justine. Nous ne voulions pas créer de drame ou donner à mes parents des munitions pour nous reprocher d'avoir gâché le grand jour de Justine. Nous avons emménagé ensemble, disant à ma famille que nous passions simplement à l'étape suivante de notre relation. Mes parents ont à peine reconnu cette étape. La planification du mariage de Justine s'est intensifiée à l'approche de la date. Ma mère m'appelait quotidiennement avec des mises à jour sur les essayages de robes, les dégustations de menus et les arrangements floraux. Elle s'attendait à ce que je sois disponible pour chaque urgence et chaque crise de nerfs. Bien qu'elle n'ait montré aucun intérêt pour ma propre vie, j'ai joué le jeu, tout en portant secrètement mon alliance sur une chaîne sous mes vêtements. La semaine précédant le mariage de Justine fut absolument chaotique. Ma mère s'est transformée en ce que je ne peux décrire que comme une générale de mariage, aboyant des ordres aux fournisseurs, aux membres de la famille et à quiconque se trouvait dans un rayon de 10 mètres. Elle m'a appelé à 7 heures du matin, 3 jours avant le mariage, pratiquement en hyperventilant, parce que le fleuriste avait livré des roses d'une mauvaise nuance de rose. « Morgane, tu dois te rendre chez le fleuriste tout de suite et arranger ça », a-t-elle exigé. Justine aura une crise de nerfs si tout n'est pas parfait. J'ai regardé David, qui nous préparait le petit déjeuner avant son service à l'hôpital. Il a levé les sourcils avec sympathie alors que je lui disais en silence « urgence florale ». « Maman, je dois travailler aujourd'hui », ai-je répondu. « Tu ne peux pas t'en occuper toi-même ? » « Je suis trop occupée avec le traiteur », a-t-elle claqué. « Le mariage de ta sœur est ce week-end, Morgane. » C'est important. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais là, une femme mariée, envoyée faire des courses pour le mariage de ma sœur, alors que mon propre mariage restait secret. J'ai passé ma pause déjeuner à traverser la ville pour discuter avec un fleuriste de la différence entre le rose poudré et le rose antique. Tout cela pendant que mon alliance pendait cachée sous mon chemisier de travail. Le dîner de répétition a eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville. J'ai vu mes parents se répandre en compliments sur la famille de Marc, qui étaient des gens charmants, mais clairement mal à l'aise avec le déploiement extravagant de richesses que mes parents mettaient en scène. La mère de Marc, Patricia, était institutrice et son père, Jacques, travaillait comme électricien. C'étaient des gens authentiques et terrax en grave terre qui semblaient déconcertés par les verres en cristal et les assiettes de présentation dorées que ma mère avait insisté pour avoir. Pendant le dîner, mon père s'est levé pour prononcer un discours sur l'histoire d'amour de Justine et Marc. Il a parlé de la fierté qu'il avait de Justine d'avoir trouvé un homme si merveilleux, de la chance de Marc d'entrer dans notre famille, et de la façon dont ce mariage représentait tout ce qu'ils avaient espéré pour leur fille. Le discours a duré près de 10 minutes, couvrant les réalisations de Justine, sa beauté,
ses excellentes notes à l'université et sa carrière réussie en marketing. Quand il a terminé, plusieurs personnes se sont tournées vers moi, l'air expectant, supposant que je prononcerais un discours en tant que témoin. Mais mon père s'est simplement rassis, ayant apparemment dit tout ce qu'il voulait dire sur ses filles. Le moment s'est passé maladroitement jusqu'à ce que Marc se lève pour remercier tout le monde d'être venu. Plus tard ce soir-là, Patricia Leblanc m'a abordé pendant le cocktail. Morgane, j'espère que vous ne m'en voulez pas de dire cela, mais j'ai l'impression de n'avoir presque rien entendu sur vous ce soir. David parle de vous constamment quand nous le voyons lors des réunions de famille, et il vous adore clairement. J'aimerais en savoir plus sur votre travail et vos intérêts. La gentillesse de sa voix m'a presque fait pleurer. Voici une femme que je venais de rencontrer quelques heures plus tôt, montrant plus d'intérêt pour ma vie que mes propres parents en des mois. Nous avons passé 20 minutes à parler de mon travail à la bibliothèque municipale, de mon bénévolat dans des programmes d'alphabétisation pour adultes et de mon hobby de la photographie. Elle a écouté attentivement, a posé des questions réfléchies et m'a fait sentir que ma vie comptait. David a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi passionné et attentionné, a-t-elle dit chaleureusement. Je peux dire que vous êtes très heureux ensemble. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison et à quel point nous avions récemment officialisé ce bonheur. Le matin du mariage de Justine, le temps était clair et lumineux, ce que ma mère interprétait comme un signe personnel de l'univers que tout devait être parfait. Elle avait réservé une suite au club de golf pour que la noce puisse se préparer, avec une maquilleuse professionnelle, une styliste et un photographe pour immortaliser chaque moment de la préparation de Justine. Je suis arrivée à 8h du matin et j'ai trouvé Justine déjà en pleine préparation, assise dans un peignoir blanc moelleux tandis que la maquilleuse travaillait sur son visage. La pièce bourdonnait d'activité alors que les demoiselles d'honneur discutaient, ma mère dirigeait le photographe, et divers vendeurs allaient et venaient avec les derniers détails. Morgane, enfin, s'est exclamée ma mère en me voyant. Le photographe veut prendre des photos de toi aidant Justine avec ses bijoux. Peux-tu lui mettre son collier ? J'ai docilement attaché le collier de diamants autour du cou de Justine, un héritage familial qui avait appartenu à ma grand-mère. Tandis que je m'occupais du fermoir, Justine a croisé mon regard dans le miroir. Tu sais, j'ai toujours imaginé que nous ferions ça ensemble un jour, dit-elle doucement. Nous préparer pour nos mariages, nous aider mutuellement avec nos robes. Pendant un instant, elle a sonné comme la sœur dont je me souvenais de l'enfance, avant que la compétition et le favoritisme n'aient créé une telle distance entre nous. J'ai presque failli lui raconter mon propre mariage, à quel point il avait été beau d'avoir la sœur de David, Amélie, m'aider avec ma robe, comment nous avions ri et pleuré ensemble dans la petite suite nuptiale du jardin des plantes. Mais ensuite ma mère est apparue avec le photographe, nous positionnant pour une série de photos prises sur le vif, et le moment est passé. Les préparatifs de la cérémonie étaient un chef-d'œuvre de perfection orchestré. Ma mère avait engagé une organisatrice de mariage, Laura Dubois, qui gérait le calendrier avec une précision militaire. Chaque demoiselle d'honneur savait exactement quand descendre l'allée, à quelle vitesse se déplacer et où se tenir. Les garçons d'honneur avaient été entraînés à leur position et à leurs indices. Même la petite fille d'honneur et le porte-alliance avaient eu plusieurs séances d'entraînement. Alors que nous nous alignions à l'extérieur de l'espace de cérémonie, j'ai aperçu David à sa place. Il était beau dans son costume bleu marine, et quand nos regards se sont croisés, il a souri et a touché sa poitrine, où je savais qu'il gardait son alliance sur une chaîne, tout comme moi. Ce petit geste m'a rappelé que je n'étais pas seule dans cette performance, que j'avais quelqu'un qui m'aimait et me soutenait vraiment. La cérémonie de mariage était indéniablement magnifique, si l'on appréciait ce genre de production élaborée. Le lieu était un club de golf haut de gamme avec des cascades de fleurs blanches, des lustres en cristal et suffisamment de champagne pour faire flotter un bateau. Justine était magnifique dans sa robe de créateur, et Marc était élégant dans son smoking sur mesure. La liste des invités comprenait plus de 200 personnes, dont la plupart connaissaient à peine le couple, mais était important pour le réseautage ou le statut social. J'ai servi de demoiselle d'honneur, portant une robe rose pâle qui coûtait plus cher que toute ma tenue de mariage. Pendant la cérémonie, je n'ai pas pu m'empêcher de la comparer à la mienne. Celle de Justine était élaborée et impressionnante, mais la mienne était remplie d'amour et d'émotions sincères. Je savais laquelle je préférais.
La procession à elle seule a duré près de 10 minutes, chaque demoiselle d'honneur marchant sur l'allée jonchée de pétales au rythme d'une marche funèbre. L'officiant, un ami de la famille qui connaissait Justine depuis l'enfance, a prononcé un long sermon sur le mariage qui ressemblait plus à une performance pour la foule assemblée qu'à un moment spirituel entre deux personnes amoureuses. Pendant les vœux, Justine et Marc ont récité des mots qu'ils avaient écrits ensemble avec l'aide d'un rédacteur de discours de mariage professionnel. Ils étaient polis et romantiques, pleins de références au destin et aux contes de fées. Alors que je me tenais derrière Justine, tenant son bouquet, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de mes propres vœux à David, butant sur les mots en essayant d'exprimer des émotions trop grandes pour le langage, les larmes coulant sur mon visage alors que je promettais de l'aimer quoi que la vie nous apporte. La réception qui a suivi était encore plus élaborée que la cérémonie. La salle de bal du club de golf avait été transformée en ce que ma mère appelait un « paradis de jardin romantique avec des milliers de roses, des guirlandes lumineuses et suffisamment de bougies pour éclairer une petite ville. » Chaque table était dressée avec de la vaisselle dorée, des verres en cristal et des centres de table qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'étais assise à la table d'honneur entre la colocataire de Justine à l'université, Amandine, et notre cousine Julie, qui ont toutes deux passé toute l'heure du cocktail à discuter de leur propre drame relationnel. Amandine était au milieu d'un divorce houleux avec son mari de 3 ans, tandis que Julie sortait avec un homme que ses parents désapprouvaient parce qu'il était chef cuisinier plutôt qu'avocat ou médecin. « Au moins, tu n'as pas encore à t'inquiéter de tout ça, » me dit Julie pendant l'entrée. « Tu es intelligente de prendre ton temps et de vraiment comprendre ce que tu veux avant de t'installer. » J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Si elle savait que j'avais déjà trouvé exactement ce que je voulais et que je l'avais épousé il y a 2 mois lors d'une cérémonie qui me semblait plus authentique que toute cette production. Le service du dîner a duré plus de 2 heures, avec plusieurs plats et des accords mets vins que le sommelier expliquait dans les moindres détails. Mes parents n'avaient pas lésiné sur les dépenses, engageant une entreprise de traiteurs 5 étoiles spécialisée dans les expériences culinaires raffinées. La nourriture était indéniablement délicieuse. Mais je me suis surprise à penser au simple déjeuner italien que David et moi avions partagé après notre cérémonie de mariage, où Paolo nous avait servi la recette d'osso bucco de sa grand-mère et avait refusé de nous laisser payer parce que l'amour devait être célébré avec la meilleure nourriture et les plus grands cœurs. Pendant le repas, divers membres de la famille et amis se sont levés pour porter des toasts. Les amis universitaires de Justine ont partagé des histoires amusantes sur ses aventures amoureuses avant Marc. Le meilleur ami de Marc a raconté leur amitié depuis l'enfance. Mon oncle Robert a raconté des histoires embarrassantes sur Justine quand elle était petite fille qui ont fait rire tout le monde. Même le frère cadet timide de Marc a réussi un discours émouvant sur le fait de gagner une sœur. Au moment du toast traditionnel de la demoiselle d'honneur, je me suis levée avec ma coupe de champagne, sentant le poids de mon alliance cachée contre ma poitrine. J'avais passé des jours à écrire et à réécrire ce discours, essayant de trouver des mots honnêtes sans être amer, aimant sans être faux. Justine a toujours été le genre de personne qui sait ce qu'elle veut et qui s'y attelle, ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Elle n'a jamais eu peur de rêver grand ou de travailler dur pour réaliser ses rêves. Marc, tu épouses quelqu'un qui te poussera à être la meilleure version de toi-même tout en t'aimant exactement tel que tu es. Et Justine, tu as trouvé quelqu'un qui voit toutes les choses merveilleuses en toi que le reste d'entre nous a toujours su qu'elles étaient là. C'était vrai. Même si notre relation était compliquée, Justine était déterminée et ambitieuse, des qualités que j'admirais en fait, même quand elles éclipsaient mes propres forces plus discrètes. Le toast a été bien reçu, et Justine m'a fait un signe de tête en disant merci en silence alors que je m'asseyais. Après le dîner, la danse a commencé avec la première danse de Justine et Marc sur Enfin d'Etta James. Ils se sont déplacés magnifiquement ensemble, ayant pris des mois de leçons pour perfectionner leur chorégraphie. Mes parents les ont regardés de leur table, les larmes aux yeux, et je pouvais voir ma mère déjà en train de planifier la page de l'album photo que ce moment occuperait. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvée à observer toute la célébration avec le détachement d'une anthropologue étudiant les rituels de mariage. La cérémonie de la coupe du gâteau où Justine et Marc se sont donné de petites bouchées pendant que le photographe capturait chaque angle. Les traditions du lancer de bouquets et de la jarretière qui semblaient conçues plus pour le divertissement que pour toute réelle signification romantique.
Les séances photos interminables avec diverses combinaisons de membres de la famille et d'amis. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout cela semblait performatif. Ne vous méprenez pas, Justine et Marc étaient clairement amoureux et heureux, mais le mariage semblait autant être un spectacle pour les invités qu'une célébration de leur engagement l'un envers l'autre. Chaque moment était chorégraphié. Chaque détail conçu pour un impact visuel maximal. J'ai repensé à mon propre jour de mariage. Comment David et moi avions passé la matinée à nous promener dans le jardin des plantes avant notre cérémonie, parlant doucement de nos espoirs pour notre mariage. Comment nous avions écrit nos vœux séparément et nous étions surpris l'un l'autre avec des mots qui venaient directement de nos cœurs. Comment le neveu de David, qui avait 8 ans, avait servi de porte-alliance et n'arrêtait pas de chuchoter bruyamment pendant la cérémonie à quel point ma robe était jolie. Notre photographe, Maria, avait capturé de beaux moments, mais ils étaient non mis en scène et authentiques. David essuyant des larmes de mes yeux pendant nos vœux, moi riant alors que son père butait légèrement sur les mots de la cérémonie. Le câlin de groupe spontané qui s'était produit après que nous ayons été déclarés mari et femme. Ce n'étaient pas des moments conçus pour les médias sociaux ou les albums photos de famille. C'étaient de vraies émotions partagées entre des personnes qui se souciaient les unes des autres. Vers 22h, la fête battait son plein. L'orchestre que mes parents avaient engagé jouait un mélange de chansons d'amour classiques et de tubes contemporains qui maintenaient la piste de danse pleine à craquer. Justine avait troqué sa robe de cérémonie contre une robe de réception plus courte et plus confortable qui facilitait la danse. Elle était radieuse et heureuse, tourbillonnant sur la piste de danse avec Marc, puis avec mon père, puis avec divers membres de la famille et amis. J'ai dansé quelques danses obligatoires avec des parents et des amis de la famille, faisant la conversation sur mon travail et ma relation avec David. Tout le monde semblait supposer que nous serions bientôt fiancés, et je souriais de manière évasive tandis que mon alliance pressait contre ma poitrine comme un secret attendant d'être révélé. David et moi avons réussi à voler quelques danses ensemble, y compris une chanson lente où il m'a murmuré à l'oreille « Comment tu te sens, Madame Leblanc ?» L'entendre m'appeler par mon nom de femme mariée au milieu de la réception de mariage de ma sœur était surréaliste et excitant. Plus que quelques heures, ai-je chuchoté en retour. Ensuite, nous pourrons rentrer à la maison et je pourrai porter mon alliance là où elle doit être. La partie la plus difficile de la soirée a été de regarder mes parents. Ils étaient dans leur élément, jouant le rôle d'hôte fier avec une joie évidente. Ma mère avait changé 3 fois de tenue au cours de la journée, chacune plus élaborée que la précédente. Mon père s'était détendu après plusieurs verres de champagne et racontait à quiconque voulait bien l'écouter à quel point il était fier de Justine et à quel point Marc avait de la chance d'entrer dans leur famille. Au cours d'un moment de calme, j'ai surpris ma mère en train de parler à sa sœur, Martine, des projets futurs de Justine. Il pense à fonder une famille dans 1 an ou 2, a-t-elle dit, la voix vibrante d'anticipation. Vous imaginez comme leurs enfants seront beaux? Et Marc a de si bons gènes familiaux, intelligents, réussis, beaux. Je me suis demandé si ma mère parlerait un jour de mes futurs enfants avec le même enthousiasme, ou s'ils seraient toujours secondaires à la progéniture de Justine et à ses affections. La pensée m'a serré la poitrine d'un mélange familier de tristesse et de colère. Alors que la soirée avançait, j'ai commencé à sentir une étrange anticipation monter en moi. Je savais que dans quelques heures, j'aurais l'occasion de partager ma propre nouvelle avec cette salle pleine de gens qui avaient passé des années à me traiter comme la sœur cadette moins intéressante de Justine. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Vers 23h30, Justine a annoncé qu'il était temps de lancer le bouquet. Toutes les femmes célibataires ont été invitées à se rassembler sur la piste de danse, et j'ai rejoint le groupe à contre-cœur. J'appréhendais ce moment, sachant que ma mère ferait inévitablement des commentaires sur le moment où ce serait mon tour d'attraper le bouquet et de trouver mon propre bonheur. Les autres femmes célibataires du groupe allaient des cousines adolescentes de Justine à certaines de ses amies universitaires, qui naviguaient encore dans le monde des rencontres à la fin de la vingtaine. Elles discutaient avec enthousiasme de la tradition, certaines plaisantant sur le fait de ne pas vouloir être la prochaine, tandis que d'autres espéraient clairement attraper les fleurs. Justine s'est placée dos à nous, tenant le bouquet élaboré qui avait été créé spécifiquement pour être lancé, une version plus petite de son bouquet de mariée faite de roses blanches, de gypsophiles et de rubans traînants. Le photographe et le vidéaste se sont positionnés pour capturer le moment sous plusieurs angles.
Êtes-vous prêtes, mesdames, a appelé Justine, levant le bouquet au-dessus de sa tête. Le groupe de femmes s'est légèrement accroupi, les bras tendus, prêts à concourir pour les fleurs symboliques. Je me tenais à l'arrière, pas particulièrement intéressée à participer à ce qui ressemblait à une performance de désespoir. Mais alors que Justine s'apprêtait à lancer le bouquet, je me suis surprise à penser à l'ironie de la situation. J'étais là, à faire semblant d'être célibataire et d'espérer l'amour alors que j'étais déjà mariée à l'homme le plus merveilleux de la pièce. Les fleurs ont traversé l'air dans un arc parfait, et par ce qui ne pouvait être décrit que comme une ironie cosmique, elles ont atterri directement dans mes mains. La foule a éclaté en applaudissements et en cris de joie, et quelqu'un a crié « Morgane est la prochaine ». Je suis restée là, tenant le bouquet, sentant le poids du moment s'installer autour de moi. C'était ça, la mise en scène que j'attendais inconsciemment toute la soirée. Ma mère s'est matérialisée à mes côtés, le visage rayonnant d'alcool et d'excitation. Le mariage de ta sœur était parfait, a rayonné maman, sa voix portant à travers la pièce qui se taisait. Quand est-ce que ce sera ton tour? C'était ça, le moment que j'attendais. J'ai regardé David, qui se tenait près du bar avec un sourire encourageant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tendu la main dans la petite poche cachée que j'avais spécifiquement demandée dans ma robe de demoiselle d'honneur, et j'en ai sorti mon alliance, la glissant à mon doigt là où elle devait être. C'est déjà arrivé. Tu n'étais juste pas là. La pièce entière s'est figée. Le sourire de ma mère a vacillé, la confusion remplaçant sa joie antérieure. Que veux-tu dire, ma chérie? J'ai levé la main, montrant l'alliance qui brillait fièrement à mon doigt. David et moi nous sommes mariés le 13 avril. Nous avons eu une belle cérémonie au jardin des plantes avec des gens qui se soucient vraiment de nous. Le silence était assourdissant. La bouche de Justine s'est ouverte, ses mains vides là où le bouquet avait été. Le visage de mon père a changé de couleur plusieurs fois avant de virer au rouge de colère. D'autres invités ont commencé à chuchoter entre eux, des téléphones apparaissant alors que les gens essayaient de diguler ce drame inattendu. Tu plaisantes, a dit ma mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pas du tout, ai-je répondu, me surprenant de mon calme. Nous avons des photos, un certificat de mariage, tout. C'était une belle cérémonie, petite mais significative, le genre de mariage que deux personnes ont quand elles se concentrent sur le mariage plutôt que sur une fête. Justine a finalement retrouvé sa voix. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis tournée vers ma sœur, cette personne qui avait été sans le savoir le centre de l'univers de ma famille pendant 28 ans. Quand exactement aurais-je dû te le dire? Pendant l'un de tes essayages de robe auxquels je n'étais pas invitée? À ta fête prénuptiale où maman a dit à tout le monde que je n'étais pas prête pour le mariage? Ou peut-être pendant l'un des dizaines de dîners de famille où chaque conversation portait sur ta relation parfaite et tes projets de mariage parfait? Ma mère avait l'air bouleversée. Morgane, nous aurions voulu être là pour toi. Vraiment, ai-je demandé, ma voix devenant plus forte. Parce que j'ai essayé de partager ma vie avec cette famille pendant des années, et il n'y a jamais eu de place pour personne d'autre que Justine. Quand je me suis fiancée, papa m'a dit d'attendre après le mariage de Justine parce que nous ne voulions pas lui voler la vedette. Quand j'ai mentionné des idées de mariage, vous avez changé de sujet. Quand j'ai essayé de parler de David, vous m'avez fait la morale sur le fait de me concentrer plutôt sur ma carrière. La foule écoutait attentivement maintenant, bien que la plupart des gens fassent semblant d'examiner leur téléphone ou les centres de table. Marc s'était déplacé aux côtés de Justine, l'air mal à l'aise et confus. Mon père s'est avancé, la voix tendue par une colère contenue. Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour cette discussion, Morgane. N'est-ce pas, ai-je répondu. C'est une célébration du mariage et de la famille, n'est-ce pas? Je partage juste ma bonne nouvelle avec tout le monde. À moins bien sûr que vous ne soyez embarrassé que votre fille cadette se soit mariée sans avoir besoin d'une fête à 50 000 €. Cela a fait mouche. La mâchoire de mon père s'est serrée et ma mère avait l'air de vouloir pleurer. David s'est approché et m'a pris la main. Peut-être que nous devrions y aller, a-t-il dit doucement. Bonne idée, ai-je acquiescé. Je me suis retournée vers la salle, dont beaucoup regardaient encore. Merci à tous de nous avoir aidés à célébrer. C'était éclairant.
Les conséquences de ma révélation furent immédiates et dramatiques. La pièce, remplie de célébrations et de rires quelques instants auparavant, tomba dans ce genre de silence que l'on n'entend généralement que dans les bibliothèques ou les maisons funéraires. Je pouvais voir les gens digérer ce que j'avais dit. Certains confus, d'autres choqués, quelques-uns clairement ravis par le drame inattendu. Le visage de Justine passa par plusieurs expressions en succession rapide: confusion, incrédulité, blessure, et enfin colère. « Tu fais ça sérieusement maintenant ?» siffla-t-elle, sa voix basse mais portant à travers la pièce silencieuse. « À mon mariage ? » Je réponds juste à la question de maman, répondis-je, surprise de mon calme. Mon cœur battait la chamade, mais extérieurement, je me sentais plus sereine que je ne l'avais été de toute la journée. Elle a demandé quand ce serait mon tour, et je lui ai dit la vérité. Mon père s'avança, son visage un masque de fureur contenue. « Morgane, c'est complètement inapproprié. Nous devons en discuter en privé. »« Pourquoi ?» demandai-je. « C'est une célébration du mariage et de la famille, n'est-ce pas ? Je pensais que vous seriez heureux d'apprendre que je suis mariée à un homme merveilleux qui m'aime inconditionnellement. » La dernière partie était directement destinée à mes parents, et d'après leurs expressions, elle fit mouche. Autour de nous, je pouvais voir des invités sortir leur téléphone, certains probablement pour envoyer des SMS à d'autres membres de la famille, d'autres sûrement pour documenter le drame pour les médias sociaux. Ma mère avait l'air de vouloir vomir. « Morgane, ma chérie, tu ne peux pas être sérieuse. Quand est-ce que c'est arrivé ? Pourquoi ne nous as-tu pas dit ? » Je vous l'ai dit, dis-je, ma voix se renforçant. Vous n'étiez juste pas là. Nous nous sommes mariés le 15 avril au Jardin des Plantes. C'était une belle cérémonie avec des gens qui voulaient vraiment célébrer notre bonheur. David apparut à mes côtés, sa présence me donnant le courage de continuer. Mon mari, David, et moi avons décidé d'avoir un petit mariage intime, centré sur notre engagement l'un envers l'autre plutôt que sur l'impression d'un tas de gens qui nous connaissent à peine. Le mot « mari » sembla frapper ma famille comme un coup physique. Justine fit un pas en arrière, manquant de trébucher sur sa traîne élaborée. « Tu nous as menti pendant des mois, » dit mon père, la voix tendue par la colère. « Comment as-tu pu tromper ta famille comme ça ? » Vous tromper, je ris, le son aigu dans la pièce silencieuse. Comme quand vous avez dit à tante Martine que je n'étais pas prête pour le mariage à la fête prénuptiale de Justine, ou quand vous avez suggéré que j'attende d'être fiancée pour ne pas voler la vedette à Justine. Quand exactement étais-je censée partager ma nouvelle avec une famille qui a clairement fait savoir que ma vie n'était pas aussi importante que celle de ma sœur ? D'autres téléphones sont apparus dans la pièce. Je pouvais voir ma cousine Rachel tout enregistrée, probablement pour les membres de la famille qui n'étaient pas présents. Mon oncle Robert avait l'air tiraillé entre intervenir et profiter du drame. Justine a finalement retrouvé sa voix. « Et alors ? Tu as décidé de gâcher mon mariage parce que tu es jalouse ? Parce que tu ne supportais pas de ne pas avoir un jour qui te soit dédié ? Cela a piqué, mais je ne reculerai pas maintenant. Il ne s'agit pas de toi, Justine. Il s'agit de moi qui me défends enfin après 25 ans d'être traitée comme la fille, prix de consolation, point. Ce n'est pas juste, protesta ma mère, les larmes commençant à couler sur ses joues soigneusement maquillées. Nous vous aimons toutes les deux également. Vraiment, ai-je contesté. Quand est-ce que la dernière fois que vous m'avez appelé juste pour savoir comment j'allais ? Quand avez-vous demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail, de mes hobbies, de ma relation sans immédiatement changer de sujet pour Justine ? Quand avez-vous agi pour la dernière fois comme si mon bonheur comptait autant que le sien ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour de nous, les invités du mariage avaient formé un cercle lâche, certains faisant semblant de détourner le regard tout en écoutant clairement chaque mot. L'orchestre avait cessé de jouer, et même le personnel de service avait interrompu son nettoyage pour observer le drame familial qui se déroulait. Marc, qui était resté figé à côté de Justine, a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous avoir cette conversation en privé. Pourquoi ? demandai-je. Pour que vous puissiez tous me sauter dessus et me dire à quel point je suis égoïste ? Pour que vous me fassiez culpabiliser d'avoir enfin parlé de la façon dont j'ai été traitée ? Je ne crois pas. Je me suis tournée pour m'adresser à la salle dans son ensemble, me sentant insouciante et libérée.
Je veux que tout le monde sache que David et moi avons eu une belle cérémonie de mariage il y a 2 mois. Nous avons échangé des vœux que nous avons écrits nous-mêmes, entourés de personnes qui nous aiment et nous soutiennent. C'était petit mais parfait, et je ne changerai rien à cela. Certains des invités plus âgés semblaient scandalisés, mais j'ai remarqué que plusieurs des jeunes membres de la famille hochaient la tête en signe d'approbation. Ma cousine Rachel avait cessé d'enregistrer et me souriait même. Même certaines amies de Justine semblaient impressionnées par mon audace. David m'a serré la main. « Morgane, peut-être devrions-nous rentrer à la maison maintenant, dit-il doucement. J'ai acquiescé, me sentant soudain épuisé par la confrontation. L'adrénaline qui m'avait porté à travers ma révélation commençait à s'estomper, et j'ai réalisé que je tremblais légèrement. « Félicitations pour un beau mariage, Justine, dis-je, ma voix plus douce maintenant. J'espère que toi et Marc aurez un mariage merveilleux. » Vraiment. Justine m'a regardé longuement, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, murmura-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que ça m'ait pris autant de temps, répondis-je. Alors que David et moi marchions vers la sortie, j'entendais les chuchotements reprendre derrière nous, les voix montant alors que les gens commençaient à digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibrait déjà de messages textes et d'appels manqués. « Comment te sens-tu » demanda David alors que nous atteignions sa voiture. J'y ai réfléchi un instant, prenant de profondes inspirations de l'air frais du soir. « Libre, dis-je finalement. Effrayé, mais libre. » Le trajet en voiture fut silencieux, tous deux perdus dans nos pensées sur ce qui venait de se passer. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans mon esprit, me demandant si j'aurais pu gérer la situation différemment, s'il y avait eu une meilleure façon de faire passer mon message. Mais ensuite je me suis souvenu du visage de ma mère quand elle a demandé quand ce serait mon tour. L'hypothèse nonchalante que j'attendais encore que ma vie commence pendant que Justine vivait son conte de fées parfait. Je me suis souvenu de toutes ces années à me sentir invisible, toutes ces fois où mes réalisations avaient été ignorées ou minimisées. Peut-être que mon approche n'avait pas été parfaite, mais elle avait été honnête. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai finalement retiré l'alliance de la chaîne où je l'avais cachée et l'ai remise à sa place, à mon doigt. David a fait de même, et pour la première fois en 2 mois, nous ressemblions à ce que nous étions réellement, un couple marié. Plus besoin de se cacher, ai-je dit, admirant comment l'alliance captait la lumière. Plus besoin de se cacher, a convenu David, me serrant dans ses bras. Bien que j'aie le sentiment que demain sera intéressant. Il avait raison. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant les 3 jours suivants, avec des appels de membres de ma famille, d'amis et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années qui avaient entendu parler du drame par le réseau familial élargi. Certains étaient solidaires, d'autres critiques, et quelques-uns appelaient juste pour les potins. Les appels les plus douloureux venaient de ma famille proche. Ma mère a laissé 17 messages vocaux, son ton oscillant entre des excuses en larmes et des accusations de colère. Justine a envoyé une série de messages textes qui sont devenus de plus en plus hostiles comme je ne répondais pas immédiatement. Mon père, fidèle à lui-même, ne m'a pas contacté directement, mais a fait relayer à ma mère sa déception face à mon comportement en quête d'attention. Mais il y a eu aussi des réactions positives. Ma tante Martine a appelé pour me féliciter et me dire qu'elle était fière de moi de m'être défendue. Plusieurs cousins m'ont contacté pour dire qu'ils avaient toujours remarqué la différence dans la façon dont mes parents traitaient Justine et moi. Même certaines amies de Justine m'ont contacté pour dire qu'elles pensaient que ce que j'avais fait avait demandé du courage. Le soutien le plus surprenant est venu de la famille de David. Quand ils ont appris ce qui s'était passé à la réception, ils ont été horrifiés par la façon dont ma famille m'avait traité au fil des ans. Hélène Leblanc a appelé pour s'excuser de ne pas avoir réalisé à quel point les choses étaient difficiles pour moi et pour m'inviter à leur réunion de famille chaque fois que j'avais besoin de personnes qui m'appréciaient. « Tu es notre fille maintenant aussi », a-t-elle dit chaleureusement, « et nous sommes si heureux que David ait trouvé quelqu'un d'aussi fort et merveilleux que toi. » 3 semaines après le mariage de Justine, mes parents ont demandé à rencontrer David et moi. Nous avons convenu de dîner dans un restaurant neutre, ne voulant pas gérer le poids émotionnel de nous rencontrer chez eux. La conversation fut gênante et douloureuse. Ma mère a pleuré à plusieurs reprises, insistant sur le fait qu'elle n'avait aucune idée que je me sentais si exclue de la famille. Mon père a maintenu que j'avais mal géré la situation et embarrassé toutes les personnes impliquées.
Ni l'un ni l'autre ne semblait vraiment comprendre pourquoi j'avais ressenti le besoin de garder mon mariage secret. Nous voulions juste que Justine ait son jour parfait, répétait ma mère. Et mon jour parfait, ai-je finalement demandé. Vous est-il déjà venu à l'esprit que je pourrais aussi vouloir une famille qui se soucie de mon bonheur? Le dîner s'est terminé sans résolution, bien que mes parents aient demandé à voir nos photos de mariage. Je leur en ai montré quelques-unes sur mon téléphone, observant leur visage alors qu'ils voyaient à quel point j'avais l'air heureuse et rayonnante, entourée de personnes qui m'aimaient. 6 mois plus tard, ma relation avec ma famille reste compliquée. Ma mère fait plus d'efforts pour m'inclure dans les conversations familiales, bien qu'elle ait toujours tendance à se concentrer principalement sur Justine. Mon père me parle cordialement, mais sans chaleur. Justine et moi avons une trêve difficile. Mais nous n'avons jamais été proches, et cette situation n'a pas amélioré cette dynamique. La famille élargie est passée à autre chose, bien que je reçoive toujours des commentaires lors des rassemblements sur mon mariage surprise. Certains parents pensent que ce que j'ai fait était mesquin et dramatique, tandis que d'autres croient que c'était grand temps. J'ai appris à ne pas trop me soucier de leurs opinions. David et moi sommes plus heureux que jamais. Nous avons racheté une petite maison avec un jardin où nous organisons des dîners pour des amis qui se sentent comme une famille choisie. Nous avons parlé d'avoir des enfants, et je suis reconnaissante qu'ils grandiront en sachant qu'ils sont désirés et valorisés pour exactement ce qu'ils sont. Parfois, je me demande si j'aurais dû gérer les choses différemment, s'il y avait un moyen de faire passer mon message sans créer une scène aussi publique. Mais ensuite, je me souviens de toutes les années à me sentir invisible et insignifiante. Toutes les fois où mes sentiments ont été ignorés ou minimisés. Peut-être que mon approche n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Ma famille a passé des années à m'enseigner que je ne comptais pas autant que Justine, que mes réalisations étaient moins importantes, que mon bonheur était secondaire au maintien de leur image de la famille parfaite. Ils ont créé la situation où j'ai ressenti le besoin de cacher une étape aussi importante. La vérité est que je ne regrette pas mon mariage secret. C'était beau et significatif, entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de David et moi en tant qu'individus. Je ne regrette pas non plus de l'avoir révélé à la réception de Justine. Après 28 ans d'être traitée comme la fille moins importante, j'ai enfin trouvé ma voie. Ces jours-ci, quand les gens me posent des questions sur ma situation familiale, je leur dis honnêtement que nous y travaillons. Certaines relations peuvent être réparées et certaines ont juste besoin d'être redéfinies. J'apprends que je ne peux pas contrôler la façon dont mes parents choisissent de me voir, mais je peux contrôler le pouvoir que je donne à leurs opinions sur ma vie. David et moi construisons nos propres traditions familiales maintenant, basées sur le respect mutuel et l'amour sincère plutôt que sur le favoritisme et la compétition. Nous organisons des fêtes pour les amis qui n'ont pas de famille à proximité, faisons du bénévolat ensemble à l'hôpital pour enfants, et prenons des décisions en tant que partenaires égaux. La meilleure vengeance, j'ai appris, ne concerne pas toujours le moment dramatique de la révélation. Parfois, il s'agit de construire une vie si belle que vous n'avez besoin de l'approbation de personne d'autre pour la valider. Mais je dois avouer que voir les visages choqués dans cette salle de réception était aussi assez satisfaisant. Mon alliance trône fièrement à mon doigt maintenant, plus cachée sur la chaîne. Elle n'est pas aussi chère ou élaborée que celle de Justine, mais elle représente quelque chose de plus précieux. Un mariage construit sur l'amour, le respect et la connaissance que je suis suffisante exactement telle que je suis. Et cela, plus que tout complot de vengeance, est la vraie victoire.